suis le président du conseil d'administration de l'Actis. Le but de la séance ce soir, c'est de fournir de l'information aux membres concernant l'état du dossier au plan juridique, politique et syndical, la fiscalité des deux statuts, c'est-à-dire salariés versus travailleurs autonomes. Donc, dans le contexte, en 2009, il y a eu l'adoption de la loi S32.1 qui a étendu la reconnaissance de l'Actis à toutes les fonctions qui sont couvertes par l'Actis, c'est-à-dire présentement, je pense, si je ne m'abuse, il y a 126 fonctions qui sont couvertes. Et si auparavant, la loi sur le statut de l'artiste reconnaissait environ 22 postes, par une extension de la loi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a assimilé tous les autres postes à être soumis, à être reconnus selon la loi sur le statut de l'artiste. Au départ, si cette reconnaissance-là nous donnait un droit, donnait à l'Actis en tant qu'organisme syndical le droit de négocier des ententes collectives auprès des différents producteurs, on voyait ça comme un gain, évidemment, car, je veux dire, à tous les années ou à chaque fois qu'on recommençait une négociation avec les producteurs, on se faisait imposer le fait que, vous ne négociez que pour 22 postes, ou auparavant pour 17 postes, ou 16 postes, selon ce qui était advenu depuis 1988. Donc, ça a été vu comme un gain et ça a été formulé tel quel et ça vous a été présenté tel quel. Il y a eu quelques petits changements qui ont été amenés entre ce qui a été proposé et amené et ce qui a été finalement le texte final, a fait qu'il y a un petit mot qui a changé de présumé à réputé, qui a fait en sorte qu'il y a eu un doute qui pouvait s'installer par rapport à l'interprétation qu'on faisait de la représentation qu'on avait et par extension, je veux dire, on associait tout artiste, ce qu'on est présumément, à un travailleur autonome. Parce qu'il est inscrit dans la loi que c'est réputé travailler à son compte. Et la définition d'un ensemble d'associations de producteurs est que travailler à son compte, c'est être travailleur autonome. Notre prétention, nous, de dire que ce n'est pas parce que tu es un artiste que tu es nécessairement un travailleur autonome. Au contraire, les années prouvent que depuis plus de 40 ans, je veux dire, l'Actis ou auparavant ses prédécesseurs ont toujours représenté et des travailleurs autonomes et des travailleurs salariés. Donc, quelques chiffres. En 2011, 78 des membres d'Actis sont salariés, 5 sont travailleurs autonomes et 17 travaillent sous l'égide d'une corporation. Historiquement, la majorité des techniciens a toujours été considérée comme des salariés, puis le sont encore par le ministère du Revenu. L'Actis et l'industrie sont en attente du jugement de la Cour d'appel qui doit statuer si la loi sur le statut de l'artiste s'applique à des salariés. La position de l'Actis dans tout ça, c'est que les techniciens doivent pouvoir choisir leur statut, salarié ou travailleur autonome, en fonction de leur situation. Parce que, évidemment, on a certains de nos membres qui se prévalent de leur statut de travailleur autonome. Ça semble être avantageux. Donc, le calcul est fait et ce qu'on a toujours historiquement représenté, c'était les deux statuts. Et le statut qu'un travailleur choisissait était déterminé par les lois fiscales du pays et de la province. Et ce n'était pas, donc il n'y avait pas nécessairement d'imposition d'un statut quelconque, comme, je veux dire, ce que les producteurs ou les associations de producteurs tentent de faire présentement à travers la Cour d'appel. Voilà, la position de l'Actis. L'Actis représente donc les deux statuts et considère qu'on doit être reconnu à ceux qui le souhaitent le statut de salarié en raison des protections qu'il comporte, c'est-à-dire les normes du travail, l'assurance-emploi, santé et sécurité au travail, une certaine forme de sécurité financière, la responsabilité, qui n'est pas la sienne, en fait, une responsabilité civile, et les différents avantages sociaux. Les démarches en cours, d'un point de vue administratif, auprès de Revenu Québec, on a fait une demande d'interprétation sur le statut, à savoir, on tente d'aller chercher une réalité de notre statut, à savoir que
Ce qu'on leur a présenté, c'est une situation bien normale de technicien et on leur demande de statuer. Est-ce un salarié ou est-ce un travailleur autonome? On fait la même chose auprès de Revenu Canada aux fins d'harmonisation. D'un point de vue juridique, bien, on est en cours d'appel à l'attente du jugement qui peut nous être favorable, tout comme il peut nous être défavorable. Et à ce moment-là, bien évidemment, je veux dire, il y a possiblement la Cour suprême qui, s'ils acceptent d'entendre notre cause. Et il ne faut pas mettre de côté que si les producteurs ont une réponse défavorable, eux-mêmes voudront peut-être se rendre en Cour suprême. Donc, les démarches en cours et à venir, bien, d'un point de vue politique, on fait déjà des représentations auprès du gouvernement pour clarifier l'intention du législateur en faveur du statut des salariés pour les techniciens qui le souhaitent. Auprès des partis d'opposition pour les sensibiliser au dossier. D'un point de vue syndical, bien, lors des prochaines négociations, par l'inclusion d'une clause obligeant les producteurs à respecter les critères du ministère du Revenu pour reconnaître le statut de salarié, puis auprès des organisations d'artistes et de travailleurs pour aller chercher une certaine forme de solidarité face à ce qu'on tente de nous imposer. C'est ça les objectifs de la présentation. On va regarder les intérêts, l'importance de distinguer les deux statuts. Comment on fait pour les distinguer? On va voir rapidement les critères que les autorités fiscales utilisent, puis les avantages et désavantages reliés à chacun des statuts. En premier lieu, donc, pourquoi on a intérêt à faire la distinction? Un peu pour mettre la table. Dans le fond, un travailleur autonome, lui, il peut bénéficier des déductions dans le calcul de son revenu qui ne seraient pas accessibles à un employé en partant. Puis, d'un autre côté, l'employé bénéficie d'avantages sociaux puis d'une sécurité d'emploi. Évidemment, on va le voir plus en détail, mais c'est la raison au départ qu'un travailleur va se dire pourquoi je devrais être un travailleur autonome salarié. C'est les deux enjeux, si vous voulez. Alors que le donneur d'ouvrage, je l'ai appelé des fois donneur d'ouvrage, des fois payeur, puis des fois je vais dire producteur, ce sont tous la même partie. Lui, le donneur d'ouvrage, il peut avoir des obligations relativement aux déductions à la source. Lui, l'intérêt de faire la distinction entre un salarié et un travailleur autonome, ce ne sera pas les mêmes que vous. Ça va être parce que quand on fait affaire avec un salarié, il y a des conséquences supplémentaires financières pour un payeur, un donneur d'ouvrage. On va le voir un petit peu plus en détail, mais il faut qu'il paye des cotisations, des déductions à la source. Donc, c'est plus complexe, ou pas plus complexe, mais plus coûteux financièrement, dans le fond, pour un donneur d'ouvrage ou un payeur de faire affaire avec un salarié versus un travailleur autonome. Alors, il faut se mettre dans la tête de toutes les parties, dans le fond. Par ailleurs, l'autre intérêt, c'est que le donneur d'ouvrage peut aussi avoir la réflexion à se dire, est-ce que je préfère engager, parce que ce n'est pas juste une question d'argent aussi à un moment donné, ça peut être aussi, est-ce que je préfère engager des gens qui vont être intégrés dans mes équipes et tout ça, donc je vais contrôler, ou je préfère toujours utiliser seulement des travailleurs autonomes pour lesquels, parce qu'on va le voir, là, il n'est pas supposé avoir de contrôle ou de lien de subordination. Fait que ça peut être aussi une question de principe qu'on veut engager des salariés. Puis il y a le gouvernement, il y a l'État. Il faut y penser. Ils sont là. Et ma job, je vous le dis, je suis fiscaliste. J'ai beaucoup de dossiers à l'heure actuelle entre le débat là, entre salariés et travailleurs autonomes. Il y a beaucoup de jurisprudence, il y a beaucoup d'interprétations qui sont rendues par les autorités fiscales. Fait qu'on est d'actualité en plus, dans le sens où on en parle, mais ça fait partie beaucoup de nos discussions fiscales à l'heure actuelle. Donc, le gouvernement, lui, est là pour s'assurer que les lois fiscales sont respectées. Aussi pour s'assurer que les programmes sociaux qui sont en place vont bénéficier aux bonnes personnes, à ceux qui devraient en bénéficier. Puis aussi pour détecter plus les employeurs qui, pour éviter d'assumer les charges sociales, vont qualifier des travailleurs autonomes des personnes qui, en fait, devraient être des salariés. Pourquoi? Parce que je vous le dis, les payeurs, les donneurs d'ouvrages payent moins au gouvernement quand ils font affaire avec un travailleur autonome. On va passer rapidement là, au travers des définitions puis tout ça. C'est qu'on n'a pas le choix de se référer au Code civil. Donc, on passe la loi de l'impôt qui fait toutes les distinctions, mais les définitions fondamentales sont dans le Code civil. À droite, c'est le contrat d'emploi. Dans votre présentation, à gauche, le contrat de service. Mais il y a des mots-clés qu'il faut retenir. Dans le contrat de service, celui de gauche dans votre présentation, on vient dire réaliser un ouvrage, fournir un service à un client. Donc, c'est la définition, évidemment, de contrat de service qui se rattache à un travailleur autonome. Alors que le contrat de travail, on parle, il y a trois choses à l'intérieur d'un contrat de travail. Il y a une rémunération, bien ça, c'est évidemment dans les deux. Il y a travail et il y a contrôle. Le mot contrôle, le mot subordination, on va y revenir, mais c'est le terme le plus
important, dans le fond, dans tout ça. Au Québec, là, dans le fond, dans la loi, là, il y a juste le mot « contrôle ». Il n'y a pas les autres critères. Ça, là, ce sont les critères qui sont développés, qui ont été développés au cours des années par les tribunaux. Puis les autorités fiscales, quand je dis les autorités fiscales, c'est l'Agence du revenu du Canada puis l'Agence du revenu du Québec. Eux se sont fiés à ça. Puis ils ont mis une panoplie aussi d'interprétations sur leur site. D'ailleurs, vous avez les guides avec vous. Je vous ai mis des copies des guides qu'on retrouve sur Internet qui fait le tour de ces 5 critères-là. On va les voir rapidement, mais en premier lieu, le contrôle. Je reviens à la définition de tantôt. C'est notre critère le plus important. Donc, dans le fond, les indices qui sont rattachés à ça ou les questions qu'on peut se poser pour voir s'il y a un contrôle assez important pour que la relation soit celle d'un employé avec un employeur. Évidemment, les questions de base. Est-ce que l'employeur contrôle les heures de travail? Est-ce qu'il contrôle le lieu où s'exécute le travail? Est-ce que l'employeur va contrôler la façon, la manière d'exécuter le travail? Ce qui est différent avec un travailleur autonome où ça va être plutôt une obligation de résultat. On veut un résultat X. À ce moment-là, le payeur ne fera pas en sorte de contrôler les manières, mais un employeur, normalement, contrôle la façon, la manière dont les choses sont faites. Donc ça, ce sont des critères, dans le fond, des questions que l'on peut se poser. Il y en a évidemment une panoplie, mais ça donne l'idée de base. Qu'est-ce qu'il y a en arrière du contrôle? Au niveau de l'intention des parties, l'intention des parties, elle est regardée de plus en plus aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'est-ce qu'on écrit dans nos contrats. Si on a des contrats, évidemment, avec la personne qui nous engage. Si c'est écrit contrat d'emploi, c'est un contrat. Normalement, là, ça veut dire qu'on s'entend que c'est un contrat d'emploi. Si on écrit contrat de travailleur autonome, bien, normalement, c'est parce qu'on s'est entendu, nous deux, là, moi, je suis le payeur, puis moi, je suis le travailleur, puis avec mon payeur, on s'est entendu que c'était un contrat de travailleur autonome. Par contre, c'est pas juste ça. Il faut que les agissements, après ça, concordent avec le contrat. Parce qu'on peut faire un contrat où c'est écrit quelque chose, faire l'inverse, le contrat vaut absolument rien à ce moment-là. Mais l'intention des parties, le contrat va nous aider à défendre notre point qu'on veut défendre, selon ce qu'on veut, évidemment. Au niveau de la propriété des instruments de travail, les outils, qu'est-ce qu'on utilise comme outils? La possibilité de perte et de profit. Dans le fond, quand on est un travailleur autonome, puis on se fait engager pour un contrat X, bien, normalement, un travailleur autonome, c'est lui qui assume une possible perte ou une possible poursuite ou un possible profit si en bout de ligne, ça coûte moins cher pour faire son contrat. Alors qu'un salarié, c'est l'inverse. On est payé un montant X, peu importe ce que ça coûte à l'employeur. Là, je veux dire, il y a moins de possibilités de perte et de profit pour un salarié versus un travailleur autonome. Fait que les questions, normalement, qu'on va se poser, c'est est-ce que le travailleur risque de subir des pertes ou s'il y a toujours un salaire assuré et constant? Est-ce que le travailleur supporte des dépenses dans le cadre de son travail? Donc, est-ce qu'il y a un bureau à la maison? Est-ce qu'il utilise, je ne sais pas moi, est-ce qu'il fait de la publicité? Est-ce qu'il y a un site web? Est-ce que le travailleur a la possibilité d'embaucher des remplaçants et des assistants? Si on est engagé, si on a la possibilité d'engager des aides, peut-être que c'est plus facile à passer qu'on est un travailleur autonome, dans le fond. Et est-ce que le travailleur a une assurance responsabilité? Même chose. Le mode de rémunération devient important, malgré que peut-être dans votre cas, ça s'applique moins aussi, mais normalement, un travailleur autonome va recevoir une somme fixe, puis il ne se fera pas rembourser ses dépenses, alors qu'un salarié va se faire rembourser toutes ses dépenses dans le cadre de son travail. Le dernier, c'est l'intégration. L'intégration, ça veut dire, dans le fond, si je le mets dans mes mots, est-ce que le travailleur est dépendant économiquement d'un côté financier de l'entité pour laquelle il travaille, ou il intègre le travail qu'il vient de faire dans sa propre entreprise. Et là, encore là, ce sont tous des petits indices. Est-ce que le travailleur a d'autres clients? Est-ce qu'une partie importante de son revenu provient de l'entité à laquelle il rend le service, ou il y a d'autres sources de revenus? Est-ce que le travailleur a des cartes d'affaires? Est-ce qu'il est inscrit en taxes? Ça démontre, quand on s'inscrit en taxes, qu'on a l'intention d'exploiter une entreprise. Évidemment, si on dépasse le seuil du 30 000 les petits fournisseurs. Ça, c'est un indice aussi qui démontre que, dans le fond, on est un travailleur autonome, puis on agit ainsi. J'ai mis les numéros de guide qu'on vous a laissés.
le guide ARC 4110, c'est ça que vous avez en votre possession. Il se retrouve sur Internet. Le guide IN 301, le premier c'est fédéral, le deuxième c'est Québec, qui reprennent ces critères-là, qui peuvent nous aider des fois à se reposer certaines questions. Aussi, il y a le RRQ, un formulaire, qui est le RR-65.A. Si on tape ça sur Internet, on arrive là. En fait, c'est quoi? C'est une demande, normalement, c'est comme un template, dans le fond, qui reprend, il y a une douzaine ou 13 pages, qui reprend ces critères-là, mais avec des questions, qui fait en sorte que parfois, on peut se poser la question, est-ce qu'on est un travailleur autonome ou un employé? Si, par exemple, j'avais le mandat de regarder si quelqu'un, dans son travail, est un travailleur autonome employé, ou le payeur me demande, est-ce qu'à l'heure actuelle, mon travailleur est un travailleur autonome ou un salarié, on remplira ensemble ce formulaire-là, qui pose un petit peu les genres de questions que j'avais tantôt. Il y en a beaucoup plus qui nous aident à regarder d'un côté ou de l'autre. Ce dont je vous parlais, c'est les distinctions au niveau de la loi de l'impôt sur le revenu, mais évidemment, ces distinctions-là s'appliquent à d'autres lois, puis qui sont toutes aussi importantes. Au fédéral, la loi sur l'assurance-emploi, la différence entre un salarié et un travailleur autonome, évidemment, un salarié va payer ses cotisations puis est protégé d'un autre côté, hein, dans le même sens. Alors qu'au Québec, il y a la loi sur les normes du travail qui s'applique aux salariés, la loi sur le régime de rente du Québec, en fin de compte, qui s'applique à tout le monde, mais qui fait en sorte que les cotisations sont complètement différentes si on est un salarié versus un travailleur autonome. On parle du double quand on est un travailleur autonome, qui est rendu à 10 pour 2012, qui a augmenté d'ailleurs. La loi sur l'assurance parentale, la cotisation n'est pas la même encore là si on est un salarié ou un travailleur autonome. Les deux statuts sont protégés par cette loi-là, mais fait en sorte que les cotisations ne sont pas du tout les mêmes. Elle n'est pas tout à fait le double, mais presque, quand on est un travailleur autonome. La loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, qui est communément appelée la loi du 1 il aurait pu en mettre plus longue. En fait, c'est une taxe sur la masse salariale. C'est les employeurs qui payent ça, la fameuse taxe de 1 s'ils ne dépensent pas assez dans une année en formation. La loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, ça, c'est le FSS, le Fonds de services de santé. Ce n'est pas nous, les travailleurs, qui payons pour ça. En fait, c'est pas vrai. Les travailleurs autonomes payent des cotisations de 1 000 $ par année dans ce fonds-là. Quand on est salarié, on ne le paye pas. C'est l'employeur qui le paye pour nous jusqu'à un montant de 4,26 % de sa masse salariale totale. Et ça, c'est la grosse partie qui va faire pencher les employeurs ou les payeurs d'un côté versus l'autre, parce que ça coûte très cher, cette taxe sur la masse salariale-là. Et la CSST, la loi sur la santé et la sécurité du travail, dans le fond, qui va se calculer à l'égard des salaires qui sont payés. La protection n'est évidemment pas la même. Quand on est un travailleur autonome, on doit payer nous-mêmes nos cotisations si on veut être protégé, alors qu'un salarié, bien, c'est notre employeur qui le paye pour nous. Donc, les critères qu'on a vus sont applicables à toutes ces fins-là. Fait qu'on voit l'importance, dans le fond, de bien qualifier le statut. Au niveau des avantages et des désavantages, au niveau de la déductibilité des dépenses, je n'ai pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Évidemment, tout le monde le sait, il y a plus de dépenses qui sont admissibles pour un travailleur autonome versus un employé. Dans la loi de l'impôt, pour un travailleur autonome, on dit toute dépense va être déductible si elle est engagée dans le but de gagner un revenu. C'est assez large. Alors qu'un employé, les dépenses qui peuvent être utilisées, ce sont celles seulement qui sont prévues dans la loi. Il n'y en a pas tant que ça. Puis, évidemment, je ne veux pas rentrer non plus en détail là-dedans, mais je vous ai fait un résumé, dans le fond, ce qui est déductible d'un côté ou de l'autre. Mais sachez, évidemment, qu'on a plus de dépenses. Il est possible de prendre plus de dépenses quand on est un travailleur autonome. Par exemple, l'achat d'ordinateur, ça en est un exemple. Sécurité financière, évidemment, l'employé est plus avantagé de ce côté-là. Il n'encourt pas de risque financier, c'est son employeur qui encourt les risques. Il va être rémunéré sur une base périodique. Peut-être que pour vous, ça s'applique plus ou moins, évidemment, parce que vous faites peut-être plusieurs contrats dans l'année. Il va avoir une sécurité d'emploi, alors que le travailleur autonome, évidemment, il va assumer des risques financiers. Au niveau, encore là, au niveau des outils, on l'a dit tantôt, peut-être que ça ne s'applique pas non plus à vous, mais sachez que normalement, l'employé n'a pas à fournir la majorité de ses outils et instruments de travail. Normalement, c'est assumé par l'employeur. Fait que ça serait un plus du côté de l'employé.
Au niveau de la responsabilité, l'employeur est responsable pour la faute de son employé. Alors évidemment, l'inverse va faire en sorte, si on va du côté droit, travailleur autonome, c'est lui qui est personnellement et entièrement responsable des dettes, s'il y en a. En cas d'échec financier, on pourrait saisir tant ses biens personnels que les actifs de son entreprise. Donc, la responsabilité va être illimitée pour le travailleur autonome, alors que l'employé, évidemment, c'est l'employeur qui assure sa responsabilité professionnelle. Au niveau profit, bien là, c'est le côté inverse. Évidemment, le travailleur autonome va pouvoir en profiter, retirer personnellement tous les bénéfices des contrats qu'il va faire, versus un employé qui aura un salaire fixe et constant. Au niveau de la liberté, bien, je pense qu'on le sait tous, que le travailleur autonome, comme il est maître de ses méthodes de travail et puis des façons d'exécuter, il va être évidemment plus libre. Il n'est pas supposé avoir de lien de subordination pour un travailleur autonome. Au niveau de l'administration, ça, je pense que c'est un point important qu'on oublie peut-être parfois. Être un employé, ça n'entraîne pas de lourdeur administrative, dans le sens où on reçoit notre paye, les déductions à la source sont faites, on n'a pas d'état financier à faire, on doit faire notre déclaration de revenus, évidemment, mais il n'y a pas toute cette lourdeur de gestion des charges sociales, de la comptabilité. Fait que si on va du côté droit, évidemment, être travailleur autonome, ça emmène, là, je parlais de comptabilité, versement d'acompte provisionnel qu'on doit faire parce qu'il n'y a pas de retenue à la source qui est faite quand on reçoit une paye de notre payeur, si on est travailleur autonome. Fait qu'il faut nous-mêmes faire nos acomptes provisionnels. La perception et la remise des taxes, je l'ai dit tantôt, si on est en haut de 30 000, il faut faire ça. Fait que ça, c'est un peu, ça, c'est quand même une lourdeur qu'on peut dire. Et je parle de l'immatriculation et la production de déclarations annuelles au registre des entreprises. Ça, ce n'est pas obligatoire, sauf si on veut utiliser un nom autre que notre nom personnel. Là, à ce moment-là, il faut s'immatriculer. Les avantages sociaux. L'employé, il y a un plus de son côté parce qu'évidemment, les avantages sociaux sont accordés par un employeur, comme des vacances, des congés payés, un régime de retraite, des allocations de repas et tout ça. Là, il y a peut-être certaines choses qui sont prévues dans les contrats avec l'Actis, là, mais de façon générale, c'est ce qui va faire quand même une bonne différence entre un employé et un travailleur autonome, alors que normalement, le travailleur autonome ne bénéficie pas de tous ces avantages sociaux. Au niveau de la RRQ, la Régie des rentes du Québec, l'employé va bénéficier des avantages puis des bénéfices reliés à la Régie des rentes, mais il va assumer une part dans la cotisation. Pour 2012, c'est 5,025 %. Ça a augmenté pour 2012. Je pense que ça a été 4,95 % pendant longtemps, mais en tout cas, il a augmenté un petit peu, sachez ça, alors que l'employeur va assumer l'autre part. On dit tout le temps la part de l'employé et la part de l'employeur. Le travailleur autonome, lui, doit... il va bénéficier des avantages reliés à la RRQ un jour, mais sa cotisation est le double de celle d'un employé. Fait que ça fait une bonne différence. Parce que je regardais les maximums pour 2012, pour quelqu'un qui fait en haut de 46 000, mettons 47 000, va payer jusqu'à 4 683 de cotisation RRQ. C'est quand même assez élevé. Assurance emploi, évidemment, l'employé, là, il va payer les cotisations à l'assurance emploi. Il y a une portion qui est payée par l'employeur. Normalement, c'est l'employé qui paye ça et son employeur. Le travailleur autonome peut cotiser sur une base facultative, mais la protection n'est pas la même. On appelle ça des prestations spéciales d'assurance emploi pour un travailleur autonome, ce qui fait en sorte, premièrement, que il n'est pas autant, comment je pourrais dire, il n'est pas autant protégé ou les prestations qu'il va recevoir, c'est pour des cas spéciaux qui ne sont pas les mêmes que pour un salarié. Donc, il faut vraiment regarder si on veut cotiser, là, on peut le faire sur une base facultative, mais il n'y a personne qui paye la différence, comme quand on est salarié puis l'employeur paye une portion pour nous, là. RQAP. L'employé va payer une part, puis l'employeur va payer une part. Le travailleur autonome est aussi, va bénéficier également des avantages, est aussi visé par le RQAP, mais sa cotisation est plus élevée. Ça ressemble un peu au RRQ. Ce n'est pas tout à fait le double, mais quand même presque le double. Alors, sa cotisation est plus élevée. Fait qu'il faut y penser. Le travailleur autonome, on paye plus de cotisations sur la masse, de cotisations sociales, j'appellerais.
Et si je continue, au niveau du, je vous ai parlé tantôt du Fonds de services de santé, le FSS. Travailleur autonome doit payer 1 000 $ dans sa cotisation d'impôt par année. C'est un maximum, alors que le salarié n'a pas assumé aucune charge au niveau du FSS. C'est l'employeur qui l'assume. Là, si on rentre en détail dans les crédits puis déductions, l'employé, lui, peut bénéficier du Crédit canadien pour emploi, alors que le travailleur autonome ne peut pas. Ça, c'est un crédit fédéral qui est à 1 065 $. Ça, c'était pour 2011. Là, je l'ignore s'il est indexé ou pas. Mais le travailleur autonome ne bénéficie pas de ce Crédit canadien pour emploi fédéral-là. Alors, ça fait quand même une différence. Il y a une déduction pour travailleurs au Québec. Celle-là est admissible pour les deux. C'est 1 045 $ par année. Mais celle-là est admissible autant pour le salarié que le travailleur autonome. Au niveau de la CSST, l'employé est protégé. Pas au niveau de la CSST, excusez-moi, je suis à la... Oui, c'est ça. La loi sur les normes du travail et la CSST. Dans le fond, l'employé est protégé par ces deux lois-là. Le travailleur autonome ne l'est pas, tout simplement. Il n'est pas visé par la loi sur les normes du travail et si il veut être protégé en vertu de la CSST, il doit lui-même cotiser, il doit lui-même faire ses cotisations à la CSST. Donc, on a vu quand même qu'il y a des très grandes différences, excusez-moi, entre les deux statuts. Donc, on comprend bien la nécessité, le pourquoi on doit bien qualifier, dans le fond, les deux statuts, la relation qui existe entre le travailleur puis le donneur d'ouvrage. Parce que, comme on a vu, ça peut amener évidemment des conséquences au niveau de la protection puis de la sécurité souhaitée, des responsabilités financières et administratives qui sont assumées par le travailleur, les avantages sociaux qu'on désire avoir, puis de la déductibilité de certaines dépenses. Ça va bien parce qu'on se dit, voici ce que nous, on pense, on est travailleurs autonomes, salariés. Par ailleurs, dites-vous qu'après ça, l'État, soit Revenu Canada, Revenu Québec, après ça, peut dire, bien, nous, on considère, même si vous êtes considéré comme un travailleur autonome, que vous êtes un salarié. Et c'est ce qui arrive quand même assez souvent. Et c'est le payeur, normalement, qui va s'en trouver encore plus affecté que le travailleur. On a vu, là, parce que le travailleur va quand même payer plus de charges sociales, moins d'impôts peut-être au niveau de la déductibilité de dépenses, c'est plus avantageux pour un travailleur autonome, donc moins d'impôts, mais beaucoup de charges sociales quand on est un travailleur autonome. Fait que la différence entre les deux, je ne sais pas. Il faudrait faire des cas puis voir vraiment, quand on gagne un salaire X, c'est quoi la différence. Là, évidemment, chaque cas est un cas d'espèce, puis chaque personne a sa façon de voir les choses. Est-ce qu'on préfère être protégé ou non? Pas du tout. On dit, dans le fond, moi, je suis un travailleur autonome, je préfère agir comme ça. C'est plus simple pour moi. La comptabilité, ça ne me dérange pas. Ça dépend vraiment de tous et chacun. Parce qu'engager un comptable, si on veut se faire des états financiers et tout ça, on parle d'autres coûts, là, je ne l'ai pas mis là-dedans. Mais fait que c'est ça. Fait que l'importance de bien distinguer, je pense que c'est là, il faut le faire. Donc, ça fait le tour de ma partie. Comme je vous disais, c'était très rapide, là, mais c'était pour voir tous les indices d'un côté ou de l'autre, puis l'importance de bien distinguer. Je pense que c'était ça mon message aujourd'hui. C'est juste un point d'information sur la CSST. Vous le savez, je travaille avec la CSST. Et pour ou contre, ça dépend. Ça, c'est une autre histoire. Le point d'information important, c'est que si vous êtes reconnu travailleur autonome pour la CSST, je dis bien si vous êtes reconnu, parce que pour l'instant, si vous travaillez pour un employeur qui vous demande de faire des factures, que normalement, vous avez des feuilles de temps, nous, on va contester, évidemment, avec la CSST pour dire non, vous n'êtes pas un travailleur autonome, pour l'instant. Mais si vous êtes vraiment reconnu travailleur autonome, la CSST joue avec deux doigts. Oui, il y a l'indemnisation que la fiscalité, tout ce beau monde-là connaissent très bien. Vous devez cotiser comme n'importe quelle compagnie d'assurance et si vous avez un accident, vous allez être indemnisé. Mais l'autre volet qui est moins connu, lequel avec moi je travaille, c'est prévention et inspection. Ce qui veut dire les inspecteurs et les amendes. Maintenant, les amendes ont triplé et pour un danger imminent, j'ai encore vécu le cas ce matin avec un menuisier. C'est sûr, selon les niveaux de risque, bon, selon votre travail. Je ne sais pas, une script a beaucoup moins de risques de se faire prendre en infraction qu'exemple un menuisier, comme ce matin. Il n'avait pas son garde sur le banc de scie. Et lui, c'était un vrai travailleur autonome, c'était déclaré et tout.
Ben, je suis avec l'inspecteur sur le plateau. C'est pas le plateau, mais en construction de décor. Vous êtes bien assis. C'est premier constat d'infraction, 15 000 d'amende. Deuxième, on double 30 000. Ensuite, 30 000, on va à 60 000. Puis après ça, c'est des poursuites à pu finir. Fait que je veux juste vous sensibiliser à ça quand on fait. Souvent, vous allez parler avec votre comptable, vous allez, je vais t'incorporer, ça va te coûter moins cher, tu vas sauver des coûts. Oui, mais souvent, les comptables oublient cette partie-là. Et là, le menuisier me dit, garde, ça n'a pas d'allure. Il dit, là, on est rendu à jour 3 de travail, ça vient de nous coûter 15 000. C'est sûr, quand on a ouvert la porte aux inspecteurs de la CSST, il faut qu'ils reviennent pour corriger, voir si tout a été fait. Il peut y avoir d'autres constats. Il dit, ça n'a pas d'allure. Il est sur le bord de me mettre en faillite là, avec des contraventions comme ça. Donc, c'est juste là-dessus. C'est juste ça. C'est pas long, mon affaire. C'est juste vous sensibiliser. Évidemment, vous avez mon numéro de téléphone. Vous m'appelez Alexis. Si vous avez d'autres questions supplémentaires, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. On est tout le temps disponible.